La Chine rend possible la vaccination contre la Covid-19 en Guinée équatoriale. 100 000 doses ont été offertes. C'est finalement avec le vaccin développé par Johnson & Johnson que l'Afrique du Sud va lancer sa campagne de vaccination. Dans un instant, les précisions avec le ministre de la Santé. Des milliers de déplacés, des morts aussi. Human Rights Watch continue le bilan de la guerre au Tigray. Bonsoir à toutes et à tous et merci de faire route avec nous sur Sika TV pour vous informer. La Guinée équatoriale a reçu un don de 100 000 doses du vaccin développé par la firme Sinopharm de la Chine. Le pays va lancer sa campagne en administrant à 50 000 premières personnes à risque. La présidence a précisé jeudi sur le site internet du gouvernement que le don des 100 000 doses du vaccin Sinopharm a été reçu mercredi à l'aéroport de Malabo par le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangué, l'un des fils du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema. La Guinée équatoriale a décrété mardi un couvre-feu et renforcé ses mesures restrictives pour faire face à un regain de la pandémie de Covid-19. Les doses du vaccin de Sinopharm, que Pékin a affirmé en décembre efficaces à 79%, et sûres, mais sans en rendre public le détail des essais cliniques, vont servir à lancer la première phase d'un plan vaccinal en les administrant en 2 injections à 50 000 personnes prioritaires. Le personnel de santé, les personnes présentant des comorbidités et les fonctionnaires travaillant aux frontières du pays, selon le communiqué. Depuis le début de la pandémie, la Guinée équatoriale a annoncé officiellement 5 614 cas de contamination et 87 décès, mais les statistiques officielles du gouvernement font état de plus de 50 nouveaux cas par semaine en moyenne depuis le début de l'année, contre 15 auparavant. Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, déclare que le pays va lancer sa campagne de vaccination contre la Covid-19 avec des injections du vaccin de Johnson & Johnson après avoir retenu un lot de doses du fabricant AstraZeneca en raison de doutes sur leur efficacité, notamment contre le variant local du virus. Précision à travers ces images. L'Afrique du Sud s'est dite prête mercredi à revendre ou échanger en millions de doses du vaccin AstraZeneca qu'elle a écarté au profit de celui de Johnson & Johnson quand son efficacité sur le variant local du coronavirus a été mise en doute. Parmi les options étudiées après l'abandon de ce vaccin, le gouvernement envisage de vendre ou d'échanger ces lots avec des pays touchés par la souche originelle de coronavirus. Vu les résultats des études d'efficacité, le ministère de la Santé poursuivra la phase 1 de la vaccination prévue en ciblant les travailleurs de la santé avec le vaccin Johnson & Johnson au lieu du vaccin AstraZeneca. Le vaccin de Johnson & Johnson s'est avéré efficace contre le variant 501YV2 et les procédures d'approbation nécessaires pour son utilisation en Afrique du Sud sont en cours. En fonction des avis des scientifiques, les vaccins seront échangés avant la date d'expiration, a déclaré Zweli Mkhize, en assurant qu'il y a déjà des pays qui demandent de le leur vendre. Plus tard dans la journée, les experts de l'OMS ont recommandé l'utilisation de l'AstraZeneca dans les pays où des variants sont présents, estimant que l'étude le mettant en doute s'appuyait sur un échantillon ne permettant pas d'évaluer spécifiquement son efficacité. 9 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson ont été commandées, dont une première livraison en petite quantité est attendue la semaine prochaine en Afrique du Sud. Le premier arrivage sera probablement utilisé comme stock de recherche, a indiqué le ministre. La société pharmaceutique sud-africaine Aspen, fabricant agréé pour le vaccin Johnson & Johnson, est très déterminée à accélérer sa production, a déclaré Mkhize, affirmant que ses premières doses seraient disponibles en avril. Contacté par l'AFP, Aspen a dit n'avoir pas plus d'informations sur un accord avec Johnson & Johnson et que tout commentaire serait prématuré. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS envoyés en Chine pour enquêter sur les origines de la Covid-19
ont fini leur mission. Avant de prendre départ de Wuhan, le chef de mission a répondu à quelques questions des journalistes. Suivons ensemble ses propos. We've looked at all the individuals who could have been cases between October and December. Nous avons examiné toutes les personnes qui auraient pu être des cas entre octobre et décembre. Et nous avons étudié plus de 70 000 cas, non pas des cas, mais des personnes de cette époque. Tous ont été évalués à la fois d'un point de vue clinique et d'un point de vue épidémiologique. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucun d'entre eux n'était un cas potentiel. Come down to none of them were potential cases. One is that we know the virus can persist in. Nous savons que le virus peut persister à basse température dans des conditions que l'on retrouve dans la chaîne des aliments surgelés, humidité, basse température, etc. Humidity, low temperature, etc. Is that at the market there was a product. Sur le marché, il y avait des produits comme des animaux sauvages d'élevage au stade congelé vendus sur ce marché. Donc, si vous combinez ces deux éléments, ça donne un angle intéressant à l'hypothèse. Ça vaut donc la peine d'examiner si un animal sauvage congelé qui a été infecté ailleurs dans une ferme, par exemple, aurait pu introduire le virus sur le marché alors qu'il était congelé. Ça vaut la peine d'être exploré. Nous verrons bien. Nous ne savons pas. In a frozen stage, and so it's worth exploring. We'll see. We don't know. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch (HRW) a affirmé jeudi que l'armée éthiopienne a tué au moins 83 civils et déplacé des milliers de personnes en bombardant des zones densément peuplées. Les décès ont été enregistrés dans les premières semaines du conflit pour déloger les autorités dissidentes de la région du Tigré. Reportage. Les attaques à l'artillerie lourde des troupes fédérales éthiopiennes ont touché des maisons, des hôpitaux, des écoles et des marchés, selon un rapport de Human Rights Watch qui se concentre sur la situation de trois villes, la capitale régionale Mekele, Charé et Oumera. L'Éthiopie devrait rapidement autoriser la présence d'observateurs des Nations Unies au Tigré pour documenter le comportement des acteurs de ce conflit qui a dévasté la vie de millions de personnes, selon la directrice de Human Rights Watch pour la région de la Corne de l'Afrique. Le Premier ministre éthiopien et prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, a annoncé fin novembre, lorsque l'armée fédérale a pris le contrôle de la capitale régionale Mekele, la fin officielle de l'opération militaire lancée au début du même mois pour déloger les autorités dissidentes du Tigré. Après le combat les plus intenses qui ont duré tout le mois de novembre, Abiy a assuré que l'armée mène l'opération avec la précision et le soin nécessaires pour s'assurer que les civils ne sont pas ciblés. Début décembre, son cabinet avait affirmé que l'armée fédérale s'était emparée de Mekele sans faire ni victimes civiles, ni dégâts aux biens privés. Mais désillusion totale après constat. À Oumera, par exemple, dans l'ouest du Tigré, les médecins ont fait état de 46 morts et 200 blessés lors d'une seule journée de la première semaine de combat, au dire de Human Rights Watch. Et jusqu'à présent, le Tigré demeure très difficile d'accès pour les médias et il est compliqué d'avoir une idée précise de la situation sur le terrain. Et le directeur de la Croix-Rouge éthiopienne a alarmé sur la situation humanitaire dans la région du Tigré. Ato Aberatola a affirmé que 80% du théâtre depuis le 4 novembre d'une opération militaire du gouvernement fédéral n'était pas accessible à l'aide humanitaire. Le directeur de la Croix-Rouge éthiopienne a affirmé mercredi lors d'une conférence de presse en ligne depuis Addis Abeba que 80% de la région du Tigré, théâtre depuis le 4 novembre d'une opération militaire du gouvernement fédéral, n'était pas accessible à l'aide humanitaire. Des cas de famine ont été déjà rapportés et le nombre de victimes de la faim pourrait progresser très rapidement, a-t-il assuré. La Croix-Rouge estime désormais qu'environ 3,8 millions des 6 millions d'habitants du Tigré nécessitent une aide alimentaire, une augmentation par rapport à une précédente estimation de 2,4 millions. Les plus touchés sont les femmes et les enfants. Dans une famille, si une mère a pu s'échapper, elle s'est échappée avec ses enfants. Et puis, ils ont parcouru toute cette région. Et si vous les voyez dans les camps de déplacés, ils sont tous émaciés. Ils sont tous vraiment... Vous voyez que leur peau est vraiment sur les os. Vous ne voyez aucune nourriture dans leur corps. On doit se préparer au pire. C'est ce que je dis.
Les habitants de Tigré ont besoin de tout, de nourriture et de produits alimentaires, d'eau et d'installations sanitaires, de provisions médicales et de cliniques mobiles. Les organisations humanitaires doivent avoir accès au Tigré pour atteindre les plus vulnérables. Et c'est un appel à la responsabilité de la part des parties concernées. Donnez-nous un accès sûr et sans entrave, respectez nos équipes, respectez les médecins, respectez les installations sanitaires, respectez les travailleurs de la santé. Le directeur de la Croix-Rouge a expliqué que l'accès de l'aide humanitaire était toujours essentiellement restreint aux principales routes, au nord et au sud de Mekele, et que la plupart des zones rurales s'en trouvaient privées. Le gouvernement d'Addis Abeba assure qu'il travaille avec les Nations Unies et les ONG internationales à accroître l'aide dans la région en fonction des conditions de sécurité. Au Gabon, 45 sièges sur 52. C'est le score obtenu par le parti du président aux dernières sénatoriales. Résultat sans surprise donné par l'organe chargé du scrutin. Une majorité écrasante pour le Parti démocratique gabonais aux dernières sénatoriales. Après le premier tour, qui s'est tenu le 30 janvier, le Parti démocratique gabonais PDG du chef de l'État avait déjà remporté 45 des 52 sièges. Un second tour a eu lieu samedi dans seulement 2 circonscriptions. Au finish, Ali Bongo s'en sort avec 45 sièges sur 52. 6 sénateurs de l'opposition ou indépendants ont été élus, selon un décompte du Centre gabonais des élections CGE. Un scrutin sans suspense, le PDG étant le seul parti en lice dans 22 des 52 circonscriptions. Le Sénat vote des lois, comme l'Assemblée nationale, elle-même également largement dominée par le PDG, mais la Chambre basse a le dernier mot en cas de désaccord. La seule inconnue, à ce jour, réside dans la personnalité qui accédera à la présidence du Sénat. Un rôle qui a cependant perdu de son aura et de son importance depuis une révision constitutionnelle le 29 décembre dernier. Cette personnalité devait, jusqu'alors, assurer l'intérim du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement, mais la charge revient désormais à un triumvirat composé des présidents des 2 chambres du Parlement et du ministre de la Défense. En plus des élus, il est attendu une nomination par décret présidentiel de 15 membres du futur Sénat qui comptera au total 67 parlementaires. Outre les 15 personnalités choisies par Ali Bongo pour avoir honoré le service de l'État, les 52 autres sénateurs sont élus pour 6 ans au scrutin indirect uninominal par les membres des conseils municipaux et départementaux, eux-mêmes largement dominés par le PDG. Et ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur CK TV.